Donc là, la fois passée, on va terminer le chapitre fonction de hachage et signature numérique. Donc la fois passée, on avait expliqué les fonctions de hachage, ce qu'est une fonction de hachage à sens unique. Pourquoi on utilise les fonctions de hachage? On a dit qu'on les utilise tout d'abord pour vérifier l'intégrité, parce qu'une fonction de hachage crée un condensat ou bien un hachage. Et lorsque je vais envoyer un message avec son hachage, je peux vérifier s'il est modifié ou pas, en utilisant la même fonction de hachage. On a vu quelques propriétés d'une fonction de hachage et tout. Donc, une fonction de hachage permet de vérifier l'intégrité. D'accord, je vérifie le hachage reçu avec le hachage que je vais calculer à partir du message reçu. Donc, s'ils sont égaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de modification. Aussi, on utilise les fonctions de hachage pour créer des signatures numériques. Donc ici, on a donné un exemple d'une fonction de hachage MD5 qui produit des condensats de 128 bits. Donc je sais pas, je vais pas donner d'autres exemples. Donc il y a la fonction aussi SHA qui produit des condensats de 160 bits. On avait parlé aussi du problème des fonctions de hachage qui est les collisions. D'accord, c'est-à-dire pour un message donné 1, est-ce qu'on peut retrouver un autre message avec le même condensat? D'accord. Signature numérique. Donc, de préférence, il faut utiliser des fonctions de hachage. On ne va pas dire ici une fonction de hachage sûre ou bien qui n'est pas cassée, mais c'est une fonction de hachage qui a peu de collisions, parce que les collisions existent. Donc, de préférence, on utilise des fonctions de hachage qui ont peu de collisions. Signature numérique. Et signature numérique, on a vu 3 protocoles qui permettent de créer des signatures numériques. Bon, tout d'abord, le but, on avait dit que le but d'une signature numérique, c'est d'assurer l'authentification, c'est-à-dire je suis sûr de l'identité de celui qui m'a envoyé un message. Les protocoles de signature, on avait parlé de 3, mais c'est pas 3 protocoles qu'on peut utiliser, c'est-à-dire je ne vais pas utiliser soit le premier ou bien le deuxième, troisième, mais j'ai donné ici les étapes comment on a créé la signature au début, après qu'est-ce qu'on avait utilisé, et à la fin, le protocole C, ou bien le dernier protocole, c'est le protocole qu'on utilise de nos jours. Donc au début, il n'y avait pas les algorithmes à clé publique, donc on utilisait les systèmes à clé secrète, donc c'est très lourd, c'est très compliqué. Ensuite, lorsqu'on a créé les systèmes à clé publique, on les a utilisés pour créer des signatures. Mais après, on a rajouté les fonctions de hachage. Pourquoi? Parce que le système à clé publique, les systèmes à clé publique sont lents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas signer tout le message, mais on va signer juste un hachage du message, le condensat du message, pour que ça soit plus rapide. On a vu un exemple de RSA. D'accord. RSA, donc on a dit que on va utiliser le même algorithme qu'on utilise pour le chiffrement, on l'utilise pour la signature numérique. C'est-à-dire quoi? Mais j'inverse. D'accord? C'est-à-dire ici, M à la puissance D, mon message à la puissance D, donc c'est l'opération de déchiffrement, puisque j'utilise D. C'est l'opération de déchiffrement. Donc l'opération de déchiffrement, ça va être l'opération de création de signature. Donc je crée bien sûr ma signature en utilisant la clé privée. C'est seulement le détenteur de la clé qui peut créer une signature numérique. Je vais avoir S. Et pour vérifier une signature, je vais utiliser la clé publique S. Donc S, le résultat de la signature, je vais l'élever à E. Donc s'il me donne M, ça veut dire que
la signature est correcte. D'accord? Elle est valide. Donc, ça, c'est l'opération de chiffrement, ça va être la vérification. Et l'opération de déchiffrement, ça va être l'opération de création de signature. Mais c'est exactement le même algorithme. Pour générer une clé, c'est le même algorithme. Et aussi pour créer signature et vérifier, ça va être l'inverse seulement de l'opération de chiffrement. D'accord, donc on s'est arrêté là la dernière fois. On avait même parlé de ça, c'est-à-dire en réalité je signe pas le message en réalité, mais j'utilise une fonction de hachage. Mais en général, dans les exercices, pour faciliter les choses, on écrit m à la puissance d, mais en réalité, c'est le h de m, c'est-à-dire c'est le condensat à la puissance d. D'accord. Donc c'est ce que j'ai montré ici. Donc le message, on crée un condensat. Après, j'utilise l'algorithme RSA pour créer une signature. Vous voyez ici que j'utilise la clé privée pour créer une signature. Donc voilà la signature et le message. Je vais envoyer les deux informations. Donc le message, je vais appliquer aussi une fonction de hachage pour avoir le hachage et pouvoir comparer par la suite. Et la signature, je vais utiliser l'inverse, c'est-à-dire la clé publique pour vérifier. Je vais avoir un condensat. Je vais vérifier les deux, celui reçu et celui-là que, bon, j'ai reçu les deux. Mais celui-là, je vais appliquer une autre fois une fonction de hachage, je vais avoir ça. Et ça, c'est un condensat qui est signé. Je vais appliquer la clé publique. Je vais utiliser un algorithme à clé publique RSA pour avoir ce résultat et vérifier les deux. Donc s'ils sont égaux, ça veut dire la signature est valide. Donc après ici, je vais vous montrer une attaque contre signature RSA. Donc il y a une attaque possible contre une signature RSA. Donc vous avez deux utilisateurs, Alice et Bob. D'accord. Donc on a la clé publique. L'utilisateur Bob veut envoyer un message signé à Alice. D'accord. Oscar, c'est le pirate, ou bien l'homme de milieu. D'accord. Il va essayer de forger une signature. C'est-à-dire créer une signature qui est valide. Parce que le problème ici, lorsque je vous dis une attaque contre signature, parce qu'il faut faire la différence entre les algorithmes qu'on a fait jusqu'ici, soit symétriques ou asymétriques, c'est-à-dire à clé secrète ou bien à clé publique. Les attaques contre les algorithmes de chiffrement, c'est quoi? C'est de retrouver la clé de déchiffrement, ou bien de retrouver le message en clair. C'est ça ce qu'on avait essayé, donc retrouver la clé de déchiffrement à partir de, soit avec une attaque fréquentielle, ou bien attaque exhaustive, d'accord, ou bien essayer de retrouver le message en clair. Tandis que pour une signature, on n'a pas un message chiffré. Bon, donc si je veux chiffrer aussi, c'est autre chose. Attaquer, ce que je veux dire ici, c'est attaquer un algorithme de signature. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour attaquer une signature? Un algorithme de signature, c'est de créer une signature valide, c'est-à-dire l'attaquant. Bon, regardez ici, je vais revenir ici. Donc il y a l'utilisateur A et l'utilisateur B. L'utilisateur A va envoyer un message et une signature. C'est le même principe qu'un message écrit, qu'une signature manuscrite. Donc vous avez un message et une signature pour prouver la validité du message, l'identité de celui qui a envoyé. D'accord? Donc ici, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer d'envoyer un autre message. D'accord? S'il veut induire Bob en erreur, il va envoyer un message et une signature. Si la signature n'est pas valide,
ça veut dire que Bob pourra déduire que c'est pas Alice qui a envoyé, et c'est bon. Mais l'attaquant, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va envoyer un message et une signature qui est valide. D'accord? Donc, parce que si la signature n'est pas valide, Bob va s'en rendre compte. Il n'y aura aucun problème. Donc, l'attaquant doit envoyer, pour induire Bob en erreur, pour faire pour faire une attaque, il faut que la signature soit valide, sinon c'est pas un problème. Donc c'est ça l'attaque sur les algorithmes. Donc pour RSA, une attaque possible, ça va être quoi? Donc Bob, il a une clé publique N et E. C'est l'algorithme RSA, donc D c'est la clé privée et E c'est la clé publique. Donc Oscar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir une signature au hasard, S au hasard. D'accord? Puisqu'on travaille ici avec les nombres, par exemple, si je vous donne un exemple, il va choisir S, par exemple 1524 par exemple. Ou là un autre nombre qui appartient à Zn. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer S, il a choisi n'importe quelle valeur S. Il va calculer S à la puissance E. Parce que regardez ici, S à la puissance E, ça va être quoi? Ça va être le message. Donc il va choisir n'importe quel message S. Il va l'élever à la puissance E, ça va être le message M. Là, le message X, comme on a écrit ici, c'est le message X ou M. Qu'est-ce qu'il va envoyer? Le pirate, il va envoyer à Alice. S'il va envoyer X, c'est pas lui qui l'a choisi. Donc X, il a calculé à partir de S. Donc XS. Donc Alice, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour vérifier, elle va utiliser la clé E de Bob. D'accord? Donc elle va faire S à la puissance E. Elle a reçu X et S. C'est toujours comme ça. On envoie le message et la signature. Donc si je m'intéresse à la confidentialité, je ne vais pas envoyer le message en clair, mais je vais envoyer C, le message chiffré, mais S, toujours S. Donc pour vérifier, Alice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va élever S à la puissance E, elle va retrouver X'. Donc si X' égale à X reçu, ça veut dire que la signature est valide. Ça veut dire, elle va se dire que Bob a envoyé le message. Est-ce que vous avez compris cette attaque? Et si vous avez compris l'attaque, comment on va faire pour régler ce problème? Parce qu'on ne va pas dire bon, que RSA il est cassé et tout. Donc un attaquant, dans ce cas-là, a pu forger ou bien créer une signature valide. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici pour éliminer ce problème? Pour ne pas tomber dans ce cas-là de figure, dans ce scénario. Je vais regarder mon message. Est-ce qu'il y a des réponses ici? Oui? Vous répétez la page. Oui, bien sûr. Je crois que c'est écrit... Donc, on a deux utilisateurs, Alice et Bob. Donc, le pirate ou bien l'homme de milieu, Oscar, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, Alice va demander à Bob à envoyer la clé publique ou là, elle est sur l'annuaire. Tout le monde peut connaître la clé publique d'un utilisateur. Donc, ça va être N et E. Bien sûr, la clé privée D, qui sert à... Ici, dans ce cas-là, puisqu'on parle de signature, elle sert à créer des signatures. Donc, Oscar ne peut pas créer une signature de Bob, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la clé D. Donc, parce que pour créer une signature, la signature, comment on crée une signature? On prend X à la puissance D. Le message à la puissance D. Je ne vais pas parler de H de X ici, mais en réalité, c'est H de X. Donc, il va prendre le message X à la puissance D. Il va retrouver S. Mais puisque Oscar n'a pas D,
et sauf Bob qui a D. Ça veut dire les autres ne peuvent pas créer une signature de Bob qui est valide. Qu'est-ce qu'il va faire Oscar? Il va essayer choisir une signature quelconque. Il va l'élever à la puissance E. Il va retrouver X. C'est-à-dire, il va faire l'inverse. En réalité, lorsqu'on crée une signature, on choisit X, ou là on a un message X. Je vais l'élever à D. Et ça, c'est la signature S. X à la puissance D, ça va être S. J'envoie X et S. Donc, je commence par X. Je crée S à partir de X. Ici, Oscar, il a fait l'inverse. Il a choisi S. À partir de S, il a calculé X. C'est possible parce qu'il a le E. C'est pour ça qu'il a fait l'inverse. Donc, lorsqu'il va envoyer X et S, lorsque Alice va calculer, elle va trouver une signature valide. Pourquoi? Parce que Oscar a calculé X à partir de S. Donc, X égale à SE. Lorsqu'on va mettre X, S à la puissance E, il va retrouver X. Alice ici. Il va retrouver X. D'accord? Est-ce que c'est clair comme ça? Oui. Tout simplement, Oscar a fait l'inverse de l'opération qu'il devrait faire Bob. Il va créer X à partir de S et pas l'inverse. D'habitude, on crée S à partir de X. D'accord? Est-ce que c'est un problème ici pour l'algorithme RSA? Est-ce qu'on va dire que c'est un problème, donc n'importe quel pirate pourra créer des signatures valides, donc je ne pourrais pas utiliser l'algorithme RSA. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est un problème de l'algorithme RSA? Bien sûr que c'est un problème si on l'a craqué. Bon, est-ce qu'on a craqué? Donc c'est une attaque ici, c'est une attaque possible. D'accord? Mais est-ce que ça va être un problème? Réfléchissez un petit peu. Pour déchiffrement, ça reste ici. Là, ça n'aura pas le même résultat que NE. Quand on déchiffre la clé XS. Non, ici, ça va être là le même. X. Alice va calculer S à la puissance E. Et celui-là a déjà calculé S à la puissance E, c'est X. Donc, il va vérifier, il va trouver que c'est une signature valide. Le plus important, ce que je m'attendais ici à que vous remarquez ici, c'est que, je ne sais pas, vous n'avez pas remarqué ça, c'est pas un problème. Cette attaque n'est pas un problème. Bon, c'est un problème. Un pirate pourra induire un utilisateur en erreur. Par exemple, Alice, il va se dire, il va lui perdre un peu de temps, il va... D'accord. Il va déranger un petit peu les autres utilisateurs. Mais c'est pas un grand problème. Pourquoi pas? Parce que X ici, le pirate n'a pas choisi X, n'a pas choisi le message. D'accord? Il a pris S au hasard. Il va calculer X à partir de S. C'est-à-dire, il n'a pas choisi le message X. C'est-à-dire, ici, Alice, elle va retrouver un message quelconque. Ça se peut que c'est un message lisible, ça se peut que c'est un message illisible. Forcément, c'est un message illisible. Ou bien, ça va être, bon, je ne vais pas dire toujours lisible et illisible parce que des fois, ça va être une clé, d'accord, ça va être une clé d'un logiciel. Je ne vais pas dire c'est un message illisible, c'est pas un problème. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que lorsqu'on chiffre en utilisant l'algorithme RSA, je chiffre par exemple bonjour, d'accord? Je chiffre bonjour, je vais avoir un message qui n'est pas lisible, ST, d'accord? Ici, il a choisi S au hasard, par exemple 1524. Il va calculer S à la puissance E, il va avoir X pour avoir le message en clair. D'accord? S à la puissance. Ça se peut que c'est pas un message lisible. D'accord? Ça se peut que c'est pas un message lisible, mais des fois c'est pas des messages qu'on envoie, c'est des clés, c'est d'accord? Ça veut dire que ça va être un problème. Comment? Mais
En réalité, ici, c'est ce qu'il faut retenir ici dans cette attaque, que le pirate n'a pas choisi le message. À partir de S, il a pris S au hasard, il a eu un message. C'est pas lui qui a choisi le message. C'est-à-dire qu'il peut pas envoyer, il peut pas signer n'importe quel message. S'il veut envoyer Oscar par exemple, s'il veut envoyer au nom de Bob, parce que ça c'est au nom de Bob. S'il veut envoyer au nom de Bob un message, par exemple bien précis, par exemple on se rencontre demain à telle heure, il pourra pas faire ça. D'accord? Il pourra pas faire ça parce qu'il pourra pas choisir X. S'il choisit S, il aura X quelconque. D'accord? Il ne pourra jamais modifier le message, c'est ça. Pardon? Il ne pourra jamais modifier le message. Il pourra jamais choisir un message et trouver une signature valide. D'accord? Donc s'il modifie le message, ça veut dire qu'il va envoyer X secondes par exemple. Là, il va envoyer Y et non pas X. Donc S à la puissance E, ça va être X normalement. Mais lui, s'il modifie, ça veut dire qu'il va envoyer Y. Et lorsque l'autre va vérifier, S à la puissance E égale à Y, Y n'est pas égal à X, s'il va envoyer un autre. D'accord? Donc, Naya, le plus important, c'est que le pirate n'a pas envoyé. Mais il y a une solution à ça. Qu'est-ce que je peux faire ici pour que cette attaque ne soit pas possible? Qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce que je peux utiliser ici pour que cette attaque ne soit pas possible? Utiliser la clé privée. Pardon? Utiliser la clé privée de Bob. Utiliser la clé privée de Bob? Non, la clé privée de Bob, personne ne pourra l'utiliser, sauf Bob. Donc s'il a divulgué la clé privée, ou il a perdu la clé privée, il faut qu'il génère une autre. S'il a divulgué la clé privée, c'est-à-dire tous les autres ou bien des pirates pourront forger des signatures numériques en son nom, et c'est un problème, non. On va parler si Bob a moi je cherche pas, je cherche la solution, je cherche pas un autre problème. Un autre problème, c'est que l'autre problème, c'est que D soit connu par les autres, c'est-à-dire c'est facile de forger des signatures. La solution ici, si vous ne voyez pas, c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé. C'est quoi? Donc, il suffit d'utiliser une fonction de hachage ici pour régler le problème. Si j'utilise une fonction de hachage, c'est-à-dire Alice et Bob se mettent d'accord, là c'est les protocoles qu'on utilise de nos jours, d'habitude, on crée une signature à partir d'un condensat et pas à partir d'une fonction. Et comme ça, on ne va pas avoir ce problème. Regardez. Si Alice va recevoir X et S, d'accord, et elle utilise un protocole d'habitude, où là elle se met d'accord avec Bob d'utiliser une fonction de hachage après une signature numérique. C'est-à-dire Bob, s'il veut envoyer X et S, qu'est-ce qu'il va faire? Dans un cas normal, si Bob veut envoyer ce message et c'est pas Oscar qui l'a envoyé, il va calculer le condensat à partir de X et il va hacher le condensat H de X. Il va signer H de X et non pas X. C'est-à-dire Oscar, lorsqu'il va essayer d'attaquer, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va faire S à la puissance E, ça va être H de X et non pas X. D'accord? S de E. Pourquoi? Parce que Alice et Bob, d'habitude, ils utilisent une fonction de hachage.
Ça veut dire pour l'attaquant, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va prendre S au hasard, il va mettre S à la puissance E. S à la puissance E, ça va être H de X. Parce que Alice et Bob utilisent un protocole de signature numérique qui utilise les fonctions de HH. D'accord. Et si ça va être H de X, Oscar, il ne pourra pas envoyer X parce qu'il n'a pas X la valeur de X. Il a H de X. Pour avoir X, on a dit que c'est une fonction à sens unique. Il ne pourra jamais avoir X à partir de H de X. Donc, qu'est-ce qu'il va envoyer ici? Il ne pourra pas envoyer H de X et S. C'est-à-dire c'est comme s'il n'a pas envoyé un message. Il a envoyé seulement une signature. D'accord. Et Alice va s'en rendre compte. Puisqu'il n'y aura pas de message, il y aura H de X. Parce que pour le protocole de vérification, c'est Alice qui va calculer à partir de X, l'opération inverse. Elle va calculer à partir de X le H de X. Après, elle va vérifier est-ce que H de X calculé et H de X reçu sont égaux. Est-ce que c'est clair? Donc, la solution ici, c'est l'utilisation des fonctions de HH. Parce que Oscar ici, qu'est-ce qu'il a fait dans cette attaque? Il a essayé de faire l'inverse de l'opération qu'on utilise d'habitude. Mais si j'utilise les fonctions de HH, ils sont à sens unique, Oscar ne pourra pas faire l'inverse. D'accord? Donc je crois que c'est clair comme ça. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser. Donc ici, juste une explication de l'attaque. Donc dans cette attaque, le pirate ne choisit pas le message, mais il peut forger quand même une signature valide. Il n'a pas choisi le message. Il choisit S quelconque et calcule le message correspondant X. Donc la solution à ce problème, c'est les fonctions de HH, parce qu'ils sont à sens unique. D'accord? Donc je continue si vous n'avez pas de questions. Bon, j'explique l'algorithme de signature El-Gamal. Donc on a vu l'algorithme RSA. On va voir aussi l'algorithme El-Gamal. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je vais voir juste les questions. Il n'y en a pas. Donc l'algorithme El-Gamal. Donc juste ici, il y a le principe de signature. Vous avez un message. C'est ce que j'ai expliqué la fois passée. Un message. Calculer un condensat. Et je signe le condensat. Donc ça, c'est le condensat en utilisant une fonction de HH. Je signe ça. En utilisant un algorithme à clé publique et une clé privée, je vais avoir une signature. Pour vérifier, je dois avoir le message et la signature. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer sur le message une fonction de HH, d'accord? Et sur la signature, parce que d'habitude on fait l'inverse. Donc ici, j'ai une signature, je vais appliquer un algorithme de signature, ou bien à clé publique, en utilisant une clé publique, c'est ce qu'on a fait ici. Je vais avoir ça, d'accord? Je vais avoir une empreinte. Qu'est-ce que je vais faire? Cet inverse-là, je ne peux pas le faire. L'inverse de cette opération. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire l'opération message, fonction de HH. Je vais avoir une empreinte. Donc, message, fonction de HH, empreinte. Et ça, c'est l'inverse de cette opération. Donc, s'ils sont identiques, ça veut dire la signature est valide. Je passe à l'algorithme El-Gamal. Donc, l'algorithme El-Gamal, pour la génération de clés, c'est la même chose qu'on a fait dans le chiffrement. Exactement la même chose. Tandis que pour la signature, c'est tout autre chose. C'est un autre algorithme qu'on va expliquer ici. Donc, d'abord pour la génération de clés, on va choisir un secret X. Ça va être la clé publique, la clé privée, pardon. Donc, X, c'est la clé privée. Et la clé publique, c'est le triplet. P, Y, G. Comme on a déjà vu. Donc, P, c'est un nombre premier. G, c'est un générateur.
Et Y, c'est la clé publique avec laquelle je vais vérifier des signatures. Ou bien dans le cas de chiffrement, je vais chiffrer avec la clé publique Y. D'accord. Donc, on a X clé privée. Y clé publique. Donc, Y égale à quoi? G à la puissance X modulo P normalement. P, c'est un nombre premier. D'accord? Donc, ici, bien sûr, toujours Elgamal se base, même l'algorithme de signature, il se base sur le problème de logarithme discret. D'accord? Toujours. Puisque, regardez ici, c'est G à la puissance X. Donc, pour créer une signature en utilisant l'algorithme Elgamal, je ne sais pas si on peut voir comme ça, oui. Pour signer un message, donc on va choisir un nombre aléatoire K et on va calculer, bon K, je vais revenir sur K, il doit être premier avec P-1. Donc je dois calculer A égale à GK. Donc G c'est le générateur, P c'est le nombre premier. Donc K c'est le nombre aléatoire que je vais choisir. À chaque fois que je veux créer une signature, je choisis un nombre K. D'accord? Aléatoire. Donc je vais utiliser l'algorithme Euclide aussi pour trouver la valeur de B. B qui est égal à quoi? M moins XA fois K moins 1. Modulo P moins 1. Attendez. Je vais voir ici. Donc, j'ai calculé A et B. Donc, la signature, c'est quoi? C'est la paire A et B. C'est une paire. On a vu dans le chiffrement Elgamal, ça va être aussi une paire. C'était une paire aussi. On a dit que le problème de chiffrement avec Elgamal, bon, c'est pas un problème, mais c'est un inconvénient, c'est que le message à chiffrer va dédoubler. Donc, on chiffre un message en utilisant Elgamal, on a eu Y1 et Y2. Donc, pour la signature, on a une paire A et B. A égale à quoi? G à la puissance K. Et B égale à quoi? Donc, j'utilise l'algorithme de clé détendue pour calculer l'inverse de K. C'est pour ça qu'on a dit ici K et P-1 sont premiers entre eux. Donc, K et P-1. Parce qu'ici, regardez, c'est modulo P. Ici, c'est modulo P-1 pour B. Donc, B égale à quoi? Égale au message M. C'est le message que je veux chiffrer. Mais en réalité, donc, soit vous pouvez, c'est correct, vous pouvez utiliser 1, mais on utilise H2M en réalité. D'accord? Ici, en cours, pour faciliter, même dans les exercices, on va utiliser 1 parce que pour faciliter les choses, mais en réalité, on utilise H2M, c'est-à-dire un algorithme de signature est utilisé avec une fonction de hachage. Donc, B égale à quoi? M moins XA. Donc, M, c'est le message que je veux signer. X, c'est la clé privée. D'accord? Regardez ici. Ça, c'est la première partie du signature. Et ça c'est la deuxième, B. A et B, c'est la paire. X fois A. Donc, X, c'est la clé privée. Et A, c'est la première partie de la signature. Le tout fois K moins 1. Le nombre aléatoire que j'ai choisi. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, je répète, donc génération de clés, c'est la même chose que l'algorithme de chiffrement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je choisis X, un nombre aléatoire, un nombre quelconque, je calcule G de X, ça va être Y, la clé publique. P et G aussi sont des valeurs publiques. G, c'est le générateur, P, c'est un nombre premier. La signature d'un message M, ça va être quoi? Ça va être la paire AB. A, c'est G à la puissance K. Et B, c'est M moins XA fois K moins 1. Donc, K moins 1, c'est l'inverse de K. C'est pour ça K et P moins 1, c'est des nombres premiers entre eux. M, c'est le message dont je veux créer une signature.
X, c'est la clé privée. Et vous remarquez ici que la signature est créée en utilisant la clé privée. C'est-à-dire seulement le détenteur de X, de la clé privée, qui pourra calculer cette signature A et B. Fois A, c'est-à-dire celui-là. Donc pour vérifier une signature, qu'est-ce que je vais faire? Je dois avoir cette égalité. C'est-à-dire YA fois AB modulo P égale à G à la puissance M. On remarque ici que donc la signature c'est A et B. Vous voyez la signature c'est la paire A et B. Je vérifie une signature en utilisant une clé publique. J'utilise pas donc ici dans la vérification, je n'utilise pas la clé privée, j'utilise la clé publique qui est Y ici. Et M, bien sûr, le message M. Donc, si j'ai créé une signature à partir de H de M, il faut mettre ici H de M. D'accord? G et P, c'est des valeurs publiques. Je vérifie une signature en utilisant la clé publique. Je crée une signature en utilisant la clé privée. D'accord? Vous remarquez aussi ici que la valeur aléatoire K-1 n'est pas demandée ici ou bien n'est pas nécessaire pour la vérification parce que elle va s'éliminer. On peut voir ici, je peux regarder ici, il faut avoir cette égalité. Il faut avoir cette égalité pour dire que la signature est valide. Pourquoi il faut avoir cette égalité? Regardez, Y en réalité, c'est quoi Y? Y en réalité, bon. Y, regardez, c'est G de X. D'accord, Y c'est G de X. Je vais copier. Donc Y c'est G de X. Le tout à la puissance A. Ou bien c'est G de X fois A aussi. Et A c'est quoi? A c'est G de K. A c'est la première partie de notre signature. C'est G de K. N'est-ce pas? Donc, je vais remplacer A par G de K. Donc, je vais avoir G de XA fois G de KB égale à quoi? Égale aussi à la somme. Donc, G de XA plus KB modulo P. Et XA plus KB égale à quoi? Regardez ici. XA plus KB, donc regardez, XA plus KB, c'est le message M. Pourquoi? Parce que B, donc si on veut calculer B ici, ça va être quoi B? C'est M moins XA, donc c'est M moins XA fois K moins 1, parce que je veux calculer B. Donc, XA plus KB, ce n'est rien d'autre que le message M. Donc, ça va être G de M tout simplement. C'est pour ça que je vais avoir cette égalité. Donc si j'ai cette égalité, ça veut dire que ma signature est valide. D'accord? Donc il faut avoir cette égalité, c'est-à-dire Y à la puissance A fois A à la puissance B modulo P égale à G à la puissance M modulo P. D'accord? Donc ça c'est l'algorithme El-Gamal. On va voir un exemple ici. L'exemple. Voilà. Si je prends P égale à 11 et G égale à 2, ça fait partie de la clé publique. Ça, c'est des valeurs publiques d'un utilisateur donné. Donc, vous remarquez ici que P c'est un nombre premier.
D'accord, donc P c'est un nombre premier, G égale à 2. Donc on va choisir une clé privée. Donc l'utilisateur va choisir une clé privée qui va garder en toute sécurité chez lui, x égale à 8, qui va servir à créer des signatures. Parce qu'on parle ici de signature numérique. Si on est dans un algorithme de chiffrement, la clé privée sert à déchiffrer. Donc on calcule y, ça va être la clé publique avec laquelle je vérifie. Ça va être quoi? G à la puissance x modulo p. Donc 2 à la puissance 8, parce que x on a choisi 8, modulo 11, ça va être 3. Donc 3 c'est quoi? C'est la clé publique. Donc la clé publique est composée de quoi? De y qui est égal à 3, de p qui est égal à 11 et de j qui est égal à 2. Donc pour signer le message m égale à 5, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un nombre aléatoire quelconque. Par exemple, on va choisir 9. K. Il faut que K soit premier avec P-1. P ici égale à 11. Donc P-1 égale à 10. Donc le PGCD, mon petit-fils me dit, vous parlez avec le PC. Oui. Donc, PGCD ici, on choisit K égale à 9. Donc, il est premier avec 10. Donc, pourquoi? Parce qu'on a besoin après de calculer K-1, l'inverse de K modulo 10. D'accord? Donc, on calcule la signature. La signature, ça va être quoi? Donc, A égale à G à la puissance K. G, c'est 2. K qu'on a choisi, c'est 9. Donc, 2 à la puissance 9 modulo 11. On va trouver 6. Donc, 6, c'est quoi? C'est la première partie de la signature. Parce que la signature, c'est une paire. On utilise l'algorithme de clé détendue pour calculer B. D'accord? Parce que B, c'est l'inverse de K fois M moins AX. Donc, ou bien, il vérifie cette équation-là, M égale à AX plus KB. D'accord. Donc, la solution, ça va être B égale à 3 si vous utilisez l'algorithme de clé détendue. Et la signature, ça va être quoi? Ça va être la paire A égale à 6, B égale à 3. Donc, A égale à 6, B égale à 3. Donc, pour vérifier la signature, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier cette égalité-là. D'accord? L'égalité, c'est y à la puissance A fois a à la puissance b modulo p. Donc y à la puissance a, donc y c'est 3. À la puissance a, la première partie de la signature c'est 6. 6 à la puissance 3, deuxième partie b c'est égal à 3. On va calculer ça modulo 11, on va retrouver 10. Et si vous calculez aussi j à la puissance m, c'est-à-dire le message à signer, m égale à 5, vous allez retrouver aussi 10, bien sûr. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Sinon, je vais vous donner un autre exemple. Donc, un autre exemple. Donc, j'ai donné un autre exemple ici. Pourquoi j'ai donné cet exemple? J'ai donné un autre exemple parce que soit sur Internet ou bien même en examen, dans des livres, vous allez retrouver d'autres symboles pour... par exemple, ici, je vous dis X c'est la clé privée, Y c'est la clé publique. Je peux appeler Y alpha, X bêta, le J gamma, d'accord? Donc, il faut seulement comprendre votre algorithme. Par exemple, ici, j'ai donné un autre exemple. Dans l'algorithme RSA de signature ou bien j'ai utilisé les mêmes lettres. Toujours je vous dis on choisit P et Q c'est des nombres premiers, mais on peut changer, d'accord? Je peux vous dire on choisit A et B des nombres premiers, on calcule N ou là on calcule M par exemple.
Et la clé privée, regardez ici dans l'algorithme RSA, j'ai utilisé les mêmes E. On utilise E d'habitude, c'est la clé publique pour vérifier. Et la clé D, j'ai utilisé les mêmes qu'on a utilisé dans le chiffrement D, c'est la clé privée. D'accord. Donc ici dans El Gamal, j'ai donné un exemple là où la signature, par exemple, on a appelé la signature A et B. Ici, c'est dans un autre livre. On a utilisé alpha, bêta, gamma, d'accord. Donc bêta, ça va être la clé publique dans cet exemple. Alpha, c'est le générateur qu'on a appelé tout à l'heure J. Et A, c'est la clé privée. Donc la clé privée ici, c'est petit a. La clé publique, c'est bêta. Et P, donc j'ai utilisé aussi P. P, c'est le nombre premier. A, c'est la clé privée. Alpha, c'est le générateur. Donc, ce qui est privé, c'est petit a. Ce qui est public, c'est alpha, P et le bêta qui est calculé à partir de petit a. D'accord. La signature, c'est la paire gamma, sigma. Donc, gamma, c'est quoi? C'est le générateur à la puissance K qu'on va choisir au hasard. Donc, même K ici, d'habitude, on utilise K ou M. Donc, il ne faut pas dire que c'est quoi ça, c'est quoi. Donc, gamma, sigma, c'est la signature. Donc, alpha K modulo P, première partie de la signature. Et sigma ici, c'est quoi? C'est le message X. Donc, j'ai utilisé ici X. Tout à l'heure, on a utilisé M. M. Parce que c'est masqué, donc attendez. Donc, gamma, c'est alpha, c'est le générateur à la puissance K. Et sigma, c'est X moins A gamma. X, c'est le message. Moins A, c'est la clé privée. Gamma, c'est la première partie de la signature. K-1. Vous pouvez regarder l'autre exemple. K-1 modulo P-1. D'accord. On prend ici P, c'est le nombre premier égal à 467. Alpha, le générateur aussi, on a pris 2. Et A, c'est la clé privée, égale à 127. Donc, on doit calculer bêta. C'est alpha à la puissance A, c'est-à-dire c'est 2 à la puissance A, c'est 127. Modulo P, on va avoir 132. 132, c'est quoi? C'est la clé publique avec laquelle je peux vérifier une signature. Donc, si Alice souhaite signer un message X égale à 100, donc elle va choisir d'abord une valeur, K égale à 213. Donc, K ici, elle doit être première avec P-1, avec 466. D'accord? 213 et 466, le PGCD égale à 1. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de 213 moins 1. L'inverse de 213, on a calculé en utilisant l'algorithme d'Euclide, on trouvera 431. On calcule la première partie, ça va être alpha qui est 2 à la puissance K, quand on a choisi 213. On trouve la première partie de la signature. La deuxième partie, c'est quoi? Sigma, c'est le message, donc c'est-à-dire 100, moins A. A, c'est quoi? C'est la clé privée, pardon. 127, c'est la clé privée qu'on a choisie, fois gamma. Gamma, c'est la première partie de la signature. Donc, c'est 29. Bien sûr, pas K-1 qu'on a calculé. Égal à 51. Donc, la signature, ça va être quoi? 29, 51. D'accord. Donc, ça, c'est la signature créée à partir d'une clé publique A égale à 127. Pour vérifier, donc ça va être quoi? Je n'ai pas écrit ici. Non, attendez. La formule de vérification, je vais l'écrire avec vous ici. Pour vérifier ici, je vais mettre vérif. Donc, je vais copier gamma et sigma. Ça va être quoi? Normalement, ça va être d'abord bêta à la puissance gamma. Donc, c'est bêta, regardez. Regardez ici. Ça va être
YA, AB. Donc Y à la puissance A à la puissance B. Donc Y, c'est quoi? C'est bêta, c'est la clé publique. Parce que la clé publique, c'est bêta. Donc bêta. Bêta à la puissance gamma fois gamma à la puissance sigma. Parce que sigma, c'est la deuxième partie. Donc, ça c'est exposant. Égal à quoi? G, donc ici c'est pas G à M, mais c'est alpha M. Le message ici c'est pas M, mais c'est X. D'accord? Modulo P. Donc bêta gamma, gamma à la puissance sigma. Donc ça c'est pour vérifier une signature dans ce cas-là. C'est le même cas, seulement j'ai changé de lettre seulement, de symbole. Donc ici, bêta, regardez bêta, on a trouvé que c'est 132. Bêta à la puissance, première partie, c'est 29. Ensuite, 29 à la puissance, deuxième partie, c'est sigma, 51. Si je calcule ça et je réduis modulo 467, donc je peux réduire d'abord ça, ensuite ça. Vous avez l'algorithme d'exponentiation rapide que vous pouvez utiliser. Donc vous allez avoir 189. D'autre part, vous pouvez calculer alpha à la puissance x ou bien 2 à la puissance x. X ici, c'est le message qu'on va chiffrer, c'est-à-dire 100. Donc 2 à la puissance 100, vous trouvez aussi 189, ça veut dire que la signature est valide. D'accord? Donc maintenant je vais parler, donc ça c'est, on a vu deux exemples de l'algorithme El-Gamal, donc comment on génère une clé et comment on crée une signature et on vérifie une signature. Maintenant je vais parler de la sécurité de la signature El-Gamal. Sécurité, c'est-à-dire les pirates, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, ou comment il faut bien utiliser RSA pour ne pas avoir des problèmes. Par exemple, dans l'algorithme RSA, dans le chiffrement de l'algorithme RSA, on a dit qu'il ne faut pas envoyer, par exemple, le même message à deux utilisateurs différents qui ont le même modulo. Parce que dans ce cas-là, je peux avoir le message sans avoir la clé privée. C'est vrai, il y a des conditions pour retrouver le message. Il faut que les clés privées sont premiers entre eux. Les clés publiques des deux utilisateurs soient premiers entre eux pour trouver le message. Mais de préférence, ne pas utiliser le même modulo pour ne pas tomber dans ce scénario-là. Donc, sécurité de la signature El-Gamal. Qu'est-ce qu'un attaquant pourra faire? Regardez ici la formule de vérification. D'accord. Un attaquant, qu'est-ce qu'il pourra faire? Donc, il pourra, par exemple, tout d'abord, gamma. Vous avez gamma. Il pourra choisir gamma au hasard. Parce que c'est quoi l'attaque ici dans la signature? C'est le même principe, toujours. Hein, j'ai expliqué tout à l'heure qu'un attaquant pour un algorithme de signature, il essaye de forger une signature numérique. Il n'essaie pas de trouver, bon, c'est bien de trouver la clé privée. Mais trouver la clé privée ici, par exemple dans RSA, c'est essayer de factoriser pour trouver. Dans El-Gamal, c'est calculer le logarithme discret. C'est une méthode pour forger. Oui. Mais ce que l'attaquant essaie de faire pour un algorithme de signature numérique, c'est de forger, d'essayer de construire des signatures qui sont valides. C'est-à-dire celui qui va recevoir le message, s'il va trouver une signature valide, ça veut dire que l'attaquant a réussi son attaque.
D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire un attaquant? Donc, on a appelé ici Oscar. Il peut choisir une valeur gamma. D'accord, il choisit. Regardez, d'après la... Parce qu'ici, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'envoyer... Il va essayer d'envoyer X, un message X, et alpha, gamma, bêta. Gamma, sigma. Parce que bêta, c'est la clé publique. Donc, l'attaquant essaye d'envoyer un utilisateur X gamma sigma, tel que gamma et sigma c'est une signature. Mais le problème c'est que pour pouvoir envoyer ce message-là, il faut avoir petit a ici, qui est la clé privée. Puisqu'il n'a pas petit a, il ne pourra pas utiliser ces deux formules pour calculer gamma et sigma. D'accord? Il ne pourra pas utiliser parce qu'il n'a pas petit a. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le pirate? Il va utiliser cette formule-là, cette égalité, et essayer de voir. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra choisir gamma quelque part, par exemple 15. D'accord? Il va choisir gamma, donc bêta, il est connu, c'est public. Alpha aussi, c'est public, il est connu. Le P, c'est public, il est connu. D'accord? Donc, il n'a pas X, le message. Il veut choisir un X. Donc, s'il va choisir gamma quelque part, il peut choisir une valeur de gamma. Donc, il va essayer de trouver la valeur de sigma. Ça va revenir à quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a bêta, il est public. Il a donné une valeur à gamma, par exemple 51. Il a donné une valeur à gamma, c'est connu. Il ne connaît pas sigma. Donc, ça va revenir à quoi? Ça va revenir à calculer le logarithme de alpha x. Donc c'est comme si ça c'est l'inconnu. Ça veut dire alpha x bêta moins gamma. Regardez, alpha x bêta moins gamma. Parce que gamma sigma. Donc ça c'est gamma et ça c'est sigma. Donc gamma sigma égale à quoi? Égale à alpha x fois bêta moins gamma. Ça va revenir, il connaît le gamma, mais il essaie de retrouver sigma. Ça va revenir à quoi? Ça va revenir au calcul de logarithme discret. Et on a dit que le logarithme discret, si j'utilise des valeurs grandes, c'est un problème très difficile. Donc ça va revenir au calcul du logarithme, qui est le principe sur lequel se base cet algorithme. Donc ça veut dire que c'est pas possible. Donc là, l'attaquant, une autre stratégie, c'est quoi? C'est de choisir sigma. Au début, il a choisi gamma et il veut trouver sigma. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Connaissant x, bien sûr, d'accord? Je connais alpha et bêta, c'est des valeurs publiques, p aussi. Il va donner un message x, il va choisir un message x. La première fois, en choisissant gamma, ça va revenir au calcul de logarithme. La deuxième fois, c'est choisir gamma, c'est-à-dire la deuxième partie de la signature. Il choisit gamma et il essaie de retrouver, il a choisi sigma, il essaie de retrouver l'autre gamma. Donc, dans ce cas-là, ça ne va pas revenir au logarithme discret, mais on ne connaît pas de méthode directe qui pourra, connaissant sigma par exemple, connaissant sigma, calculer gamma en connaissant sigma et x. Il n'y a pas de méthode efficace pour ce type d'équation. D'accord? Donc toujours il va revenir à cette équation-là. Donc la première fois, ce premier tiré, il va donner une valeur à gamma. Donc ça va revenir au calcul de logarithme discret. Deuxième chose, il va donner valeur à sigma et retrouver gamma. Retrouver gamma, ça ne va pas revenir directement parce qu'on a gamma ici et gamma ici. Donc il n'y a pas une méthode efficace ou la directe qui permet de calculer. Donc c'est un autre problème. Une autre tactique,
troisième point ici, c'est de... Où est-ce qu'il est ici? C'est de donner des valeurs simultanées à gamma et sigma, c'est-à-dire par exemple donner 15 à gamma, 21 à sigma, d'accord? Obtenir, c'est obtenir gamma et sigma simultanément pour avoir une signature valide. Donc il n'y a pas une méthode aussi simple. Et c'est vrai que personne n'a prouvé que c'était impossible, mais il n'y a pas une méthode directe pour trouver une signature de cette forme-là. Une autre tactique que pourra faire un pirate, c'est qu'il pourra choisir gamma et sigma et chercher x. Parce qu'au début, il a donné une valeur à x et gamma, il cherche sigma. La deuxième, il donne une valeur à x et gamma, il cherche sigma. D'accord? Maintenant, il donne des valeurs à gamma et sigma, il cherche x. Cherche x, ça va revenir toujours, ça va revenir. Donc, c'est résoudre cette équation, l'inconnu c'est x, c'est-à-dire revenir au problème de logarithme discret. D'accord? Donc, Oscar peut également choisir gamma et sigma. Donc, ici, c'est en double, gamma et sigma. Chercher à obtenir x. Il doit de nouveau calculer le logarithme discret. Donc, ça, c'est une erreur. Ce n'est pas logarithme de alpha x, bêta moins y, mais c'est, pour retrouver x, c'est le logarithme de bêta gamma, gamma sigma. D'accord? Je vais essayer de changer ici. Donc, ici, dans ce point-là, si aucune des méthodes n'est pas utilisable pour signer ou la forger une signature au hasard, parce que ça c'est au hasard, je donne une valeur à x, je donne une valeur à x, je vais essayer de trouver gamma, je donne une valeur à x, j'essaie de trouver sigma, gamma et sigma c'est des parties de la signature. Donc ici, il n'y a pas des méthodes, soit dans le premier cas, deuxième cas, troisième cas, il n'y a pas une méthode directe, sauf si je calcule le logarithme qui est très difficile. Tandis que, on va voir dans les exercices, il y a deux exercices là où on peut signer un message en choisissant, il y a des attaques, on va voir dans la série, il y a deux attaques contre l'algorithme El-Gamal de signature, d'accord, en utilisant par exemple un message signé déjà. C'est-à-dire un attaquant, il va intercepter un message et sa signature qu'il va utiliser pour forger une autre signature et un autre message. D'accord? On va voir. Donc ici, il y a deux autres attaques. On va voir les deux attaques dans la série d'exercices. Donc ces deux types d'attaques permettent de construire des signatures valides. Donc l'attaquant arrive à construire des signatures. Mais ce n'est pas des failles de l'algorithme El-Gamal. Pourquoi c'est pas des failles? Parce qu'on ne choisit pas le message sur lequel on calcule la signature. Donc on n'a pas, c'est le même explication que j'ai donnée tout à l'heure pour l'algorithme RSA. C'est vrai, c'est un problème, mais je ne choisis pas le message X. D'accord? On n'a pas choisi le message X. Donc il y a d'autres manières de casser le système. Bon, je ne vais pas dire de casser, mais de trouver une signature valide lorsque il est mal utilisé. Bon, casser lorsqu'il est mal utilisé, c'est-à-dire il faut bien prendre ces points, ces trois points en considération pour ne pas forger, pour ne pas permettre aux attaquants de forger des signatures valides. Première chose, bon, je commence par le deuxième point. Si A est connu, alors que A c'est quoi? C'est la clé publique, la clé privée, pardon. Je vais ramener ça. Oui. Donc A c'est la clé privée. Ici. Donc A c'est une clé privée qui sert à créer une signature. Si quelqu'un a A, il peut forger n'importe quelle signature. Parce que le problème ici pour former une signature, c'est la clé privée d'un utilisateur donné. Donc si A est connu, on peut calculer des signatures comme Alice.
comme son propriétaire. D'accord? Donc il faut que A, la clé privée, soit gardée en toute sécurité. Si on perd notre clé privée, on va créer une autre clé privée et on va informer les autres. Donc s'il y a une autorité, on va informer l'autorité, on va révoquer la clé. Donc il faut prendre des précautions parce qu'on peut perdre une clé. Donc A, la clé privée doit être gardée en toute sécurité. M aussi. Donc M dans ce cas-là, c'est quoi? C'est le cas. Bon, je vais mettre M. Dans cet exemple, M, c'est le nombre aléatoire qu'on doit choisir. D'accord? M. Voilà. Donc, si M, c'est-à-dire le nombre aléatoire choisi par un utilisateur donné qui veut créer une signature, à chaque fois qu'il veut créer une signature, il va choisir M. Donc, s'il est connu aussi, on peut facilement calculer petit a. Regardez, si M est connu, je pourrais calculer petit a. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur donné, d'accord, un utilisateur donné qui a sa clé privée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il va calculer gamma et sigma et après qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va envoyer tout ça. Ça veut dire tout ça, n'importe qui pourra l'intercepter. X, gamma, sigma. Donc c'est-à-dire tout ça, j'ai ces valeurs. Tout le monde a ces valeurs-là. Regardez, ces valeurs c'est quoi? C'est sigma, X, gamma, d'accord? Et M, M-1. Si quelqu'un connaît M, la valeur aléatoire que celui qui veut créer une signature va choisir aléatoirement. Donc si quelqu'un connaîtra M, qu'est-ce qui va y arriver? On pourra calculer A, c'est très grave. Et A, c'est quoi? C'est la clé privée. Donc M doit impérativement être gardé en toute sécurité. Et aussi, troisième cas de figure, il ne faut pas signer plusieurs messages en utilisant le même M. Sinon, je pourrais calculer aussi A. Donc, les trois cas. Donc, A doit être gardé en toute sécurité parce que c'est la clé privée et c'est la clé avec laquelle je peux calculer une signature. D'accord? Soit avec Elgamal ou n'importe quel algorithme de signature. La clé privée permet de créer des signatures. Le petit m ici, le nombre aléatoire qui me sert à calculer une signature, il faut le garder en toute sécurité, il faut l'écraser à chaque fois. J'ai créé, je ne vais pas l'envoyer avec le message ou le mettre ou le laisser en clair. Pourquoi? Parce que si je connais M, il reste un seul inconnu qui est la clé A. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, même si M n'est pas connu, n'est pas en clair ou n'est pas connu, il ne faut pas utiliser le même M pour signer plusieurs messages. Si j'utilise M pour signer plusieurs messages, on pourra calculer A et casser le système, casser l'algorithme. D'accord? Donc, c'est le dernier point et sur ce, on va terminer le chapitre. Donc, c'est la fin du cours. Donc, si vous n'avez pas de questions. Il nous reste quoi comme chapitre, madame? Pardon? Il nous reste quoi comme chapitre? Il reste un seul chapitre. Les PKI, c'est-à-dire les infrastructures à clé publique. D'accord. Merci, madame. Il reste un seul cours. Pour les TD, il reste à peu près peut-être 2 TD. On est dans la dernière série, donc il reste à peu près 2 TD. Donc,